Voilà, on va suivre le plan suivant. Donc voilà, pourquoi s'intéresser au traumatisme de la cheville? Premièrement, parce que c'est un traumatisme fréquent, donc il représente 8% de tous les traumatismes. Et les fractures bimalléolaires, il occupe le troisième rang des fractures, derrière les fractures, l'extrémité inférieure de radius et l'extrémité supérieure de fémur. Sa gravité est liée, puisqu'à l'intérieur c'est une articulation portante. Le diagnostic il est clinique, il est facile, avec l'aide de la radiographie. C'est une urgence thérapeutique par excellence, puisque si elle est mal traitée, donc elle peut aboutir à des complications handicapantes, dont l'arthrose. Pour le rappel anatomique, donc l'articulation de la cheville, ou bien l'articulation talo-crurale, c'est l'union des trois os. Donc on a le tibia en haut et en dedans, le fibula en haut et latéralement, et en bas le talus. Donc c'est une articulation distale, portante, stable, à la fois par des structures osseuses, donc par sa forme en mortaise, et capsulo-ligamentaire. Donc on a les ligaments collatéraux. En externe, on a le ligament collatéral externe formé par trois faisceaux. En antérieur, c'est le ligament péronio antérieur, il est fragile, c'est le ligament de l'entorse. Et le postérieur, il est épais. Et le moyen, c'est le ligament calcaneo-fibulaire. En dedans, on a le ligament deltoïde, donc il est solide, il est large, il est rarement atteint dans les traumatismes de la cheville. Pour la biomécanique, donc, il faut savoir que la cheville elle a sur différents degrés de mobilité. On a la flexion-extension, ainsi que la pronosupination et l'adduction et l'abduction. Enfin, il faut savoir définir deux entités qui ont une importance dans la traumatologie. C'est le mouvement en inversion, donc, qui associe supination, adduction et flexion, dorsiflexion. Donc le plus souvent impliqué dans les traumatismes de la cheville, et son antagoniste, l'éversion. Bon, pour la radiographie, donc le plus souvent on demande deux incidences, une incidence de face, donc elle nous permet de voir la malléole externe, la malléole interne, le tubercule antérieur de la cavité sigmoïde et le tubercule postérieur, l'interligne articulaire, donc on voit une bande claire péritalienne, elle devait avoir la même épaisseur sur toute sa longueur. Et enfin, l'empitement tibio-péronnier. Sur le profil, on peut voir l'astragale ou bien le talus, le calcaneum, l'os naviculaire et la marginale antérieure et postérieure. Et l'interligne articulaire. Démarche diagnostique. Donc, que doit-on suspecter chez un traumatisme de la cheville? Premièrement, il faut suspecter une luxation, plus ou moins associée à une fracture, qui est l'urgence thérapeutique par excellence. Puis on a les fractures bi- ou unimalléolaires, les entorses de la cheville, que ce soit bénignes ou malignes, et les ruptures de tendons d'Achille. Rarement, on peut avoir aussi les fractures de calcaneum, de talus et de pilon tibial. Que doit-on rechercher devant un traumatisme de la cheville? Premièrement, arrivé aux urgences, on doit observer le malade. Donc le malade, on doit observer à la recherche d'une déformation, d'une impotence fonctionnelle chez un patient arrivé seul ou accompagné. On doit aussi vérifier l'état cutané à la recherche d'un hématome, des ecchymoses et des signes de souffrance cutanée à type de Flichten. Ensuite, on doit écouter le patient, donc à la recherche d'antécédents médicaux, chirurgicaux, les circonstances de survenue qui sont dominées par les accidents sportifs, le mécanisme de traumatisme qui est le plus souvent en inversion, l'heure de dernier repas si une prise en charge chirurgicale est envisagée, et enfin l'heure de traumatisme qui prend son importance dans les luxations et les traumatismes ouverts. Puis on doit examiner le patient donc à la recherche d'une douleur provoquée à la palpation des reliefs osseux, la palpation des pouls et l'examen sensitif à la recherche des complications vasculo-nerveuses, et enfin un examen bilatéral et comparatif. Puis on doit agir en urgence. Donc devant une luxation, il faut la réduire en urgence. La luxation est un diagnostic clinique. Il est évident devant une déformation de la cheville. Aucun examen complémentaire ne doit retarder la prise en charge qui est la réduction. Donc pour éviter les complications vasculo-nerveuses. Donc la réduction elle se fait par la manœuvre d'arrache-botte. Donc on empaume avec la main le talon et on tracte en bas et en avant. Donc on doit confectionner une attelle radio transparente, envoyer le patient à la radiographie. Donc on poste donc la radio de contrôle, on doit contrôler que la réduction elle était parfaite et totale et complète par le test de Skinner de face et de profil. En absence de signes de gravité, doit-on demander systématiquement une radiographie? Donc pour répondre à cette question, il y a les critères d'Ottawa qui comportent
4 critères, donc l'âge supérieur à 55 ans, une incapacité d'effectuer 4 pas immédiatement après le traumatisme ou au moment de l'examen aux urgences, une douleur à la palpation de la malléole interne ou bien sûr la malléole externe sur une hauteur de 6 cm, une douleur à la palpation de la base de 5e méta ou de l'os naviculaire. Donc voici une image qui illustre ces critères. Si on a les critères d'Ottawa négatifs, donc une radiographie n'est pas systématique, il faut surtout suspecter une entorse bénigne. Donc il y a une particularité d'évolution en 3 temps. Le premier temps, c'est un traumatisme initial avec une douleur et une importance fonctionnelle qui est immédiate mais incomplète et réversible, suivi par une période de latence. Enfin, on a une réapparition de la douleur et de l'importance fonctionnelle. Donc, pour ceux qui ont suivi un peu cette Coupe du Monde, ils ont peut-être vu cette image du joueur brésilien qui a fait une entorse bénigne. Devant des critères d'Ottawa positifs, on doit suspecter soit une entorse maligne, donc le tableau clinique il associe une douleur et une importance fonctionnelle, cette fois-ci elle est totale, immédiate et irréversible. Avec cliniquement, on a un hématome en œuf de pigeon avec un comblement de creux sous malléolaire, avec une radiographie normale. Sur le plan anapathe, elle correspond à une déchirure ligamentaire. On doit suspecter aussi une fracture de malléolaire uni ou bimalléolaire, une fracture de la base du 5e méta, donc la même symptomatologie, avec une douleur plus importante et une importance fonctionnelle plus importante. C'est la radio qui permet de mettre le diagnostic, elle met en évidence une solution de continuité osseuse. Voici les différentes radios qui mettent en évidence les fractures de la base du 5e état, unimalléolaire et bimalléolaire. Comment traiter les différentes pathologies qu'on a vues? Pour l'entorse bénigne, donc un traitement médical par antalgique anti-inflammatoire et un plan RICE qui consiste au repos, immobilisation pendant 10 jours par une attelle ou chouvière ou bien un strapping par un élasto et un glaçage et surélévation du membre. Les entorses malignes, la même chose, sauf que l'immobilisation elle doit être totale pendant 21 à 30 jours par une attelle ou botte plâtrée. Pour les fractures, donc les fractures non déplacées, donc suivant traitement orthopédique, les fractures déplacées ou compliquées relèvent d'un traitement chirurgical plus souvent. Donc ça c'est une image qui montre une immobilisation par élasto, une image, donc ça c'est une botte plâtrée et les différents traitements chirurgicaux par vissage, plaque vissée par la malléole externe et vissage pour la malléole interne. Un cas particulier de rupture de tendon d'Achille. Donc il faut penser à diagnostiquer la rupture de tendon d'Achille devant un accident sportif, lors de l'accélération. C'est un diagnostic purement clinique avec un déficit de flexion plantaire, présence d'une dépression au niveau de tendon d'Achille et un signe de Thomson positif. Le traitement est chirurgical. Donc cette image elle montre la dépression au niveau de tendon d'Achille. Et le signe de Thomson, la compression latérale de mollet, normalement, il provoque une flexion plantaire. Dans le cas où il y a une rupture, donc il est absent. C'est le signe de Thomson. Autre diagnostic à évoquer, donc plus rare, surtout devant les traumatismes de haute cinétique, des chutes de lieux élevés. Donc il faut penser à la fracture de talus et de calcanéum et la fracture de pilon tibial. Donc en pratique, on a réalisé une étude dans notre service. Donc pour les malades opérés en urgence, on a opéré 493 malades, dont 14 fractures bimalléolaires, 8 hommes, 6 femmes, dont l'âge est de 17 à 63 ans. Donc les lésions associées, donc il y a une luxation dans 5 cas, les lésions ouvertes dans 2 cas, un polytraumatisé dans un seul cas. Donc les gestes réalisés sont résumés dans le tableau ci-dessus. Pour la rupture de tendon d'Achille, on a opéré 9 patients, 8 ont bénéficié d'une suture simple et un patient a bénéficié d'un vissage. Donc les images en haut, elles montrent une image péropératoire, les 2 berges de la rupture de tendon, et en bas, après, suture de tendon. Bon, ce qu'il faut retenir, il faut savoir que c'est un motif de consultation très fréquent. C'est une urgence diagnostique et thérapeutique, donc la réduction de la luxation qui doit et peut se faire par tout praticien. Savoir rechercher les complications vasculo-nerveuses et cutanées et ne pas passer à côté de la rupture de tendon d'Achille. Et le traitement peut être soit orthopédique ou chirurgical. Merci pour votre attention.